Bon, on a la piscine, on a aussi un beau petit terrain de foot, le petit endroit salon. Et là, c'est plutôt bien rangé du côté cuisine. Hein. On va finir avec la salle de bain. On a vraiment de la chance. Salut à tous, c'est Mato Guendouzi. Bienvenue chez moi, je vais vous faire visiter. C'est carré. C'est ta deuxième saison à Rome. Déjà, t'as toujours été dans cette maison-là Ouais, non, c'est quand même difficile de trouver une maison à Rome de manière générale parce que les maisons, tu sais, c'est un style un peu italien, genre un peu ancien. Je voulais une maison dans une résidence, pas loin du centre d'entraînement, une maison avec un grand jardin. Donc là, j'ai tout trouvé. Donc, parce que la priorité, c'est la sécurité aussi, non? Oui, non, c'est important déjà d'être proche de son entraînement et d'être dans une résidence où tu sais que généralement il y a très peu de problèmes, une résidence bien sécurisée, où tu sais que tu peux te promener tranquillement. Et non, ici vraiment on est top, on est pas mal de joueurs à habiter dans la même résidence, on est au moins entre 7 et 10 joueurs quand même à habiter dans cette résidence et donc on est vraiment bien ici. Là il fait pas beau aujourd'hui, hein. Tu m'as ramené le mauvais temps de Paris, je pense. Tu étais à Paris ces derniers jours. Bon, on a la piscine. Normalement, il fait 30 degrés, donc on a la chance de pouvoir l'utiliser. On a aussi un beau petit terrain de foot. Bah, viens, je vais te le montrer là-bas. Et franchement, on t'aurait dit que t'aurais un endroit comme ça quand t'étais petit. Ah non, ça c'est sûr que c'est magnifique. Comme j'ai dit, c'est vraiment exceptionnel. On est des privilégiés. On a la chance de pouvoir vivre dans de belles maisons, dans de beaux endroits et de pouvoir avoir un terrain de foot chez soi. C'est vraiment top. Bon, là, c'est le petit bout de badminton. Ça, c'est le dernier match que j'ai joué avec ma femme aussi. Ouais. J'ai gagné. Elle est meilleure que mon petit frère d'ailleurs. Elle a cassé le terrain, après elle était vénère. Du coup, je crois que c'est Milan qui a dû peut-être le casser celui-là. Mais non, sinon, regarde, tu peux voir, c'est magnifique. Tu peux vraiment faire des 5 contre 5, des petits crossbars, tu recules le but, tu fais un goal à goal. Et en fait, il y a tout pour jouer avec tes copains. Et hors foot, tu fais quoi, toi? Hors foot, honnêtement, je suis très casanier quand même. J'aime beaucoup rester à la maison. Petite table, là, on va jouer un peu tout ce qui est les jeux de cartes. Hein. Ok. Sky Joe, le Perudo. Tu connais le Perudo? Ouais. Sky Joe, Perudo, Baccalauréat. Perudo, Uno, c'est important dans les vestiaires, ça. Ouais. Très important, ça. Ouais. Tu t'entraînes toute l'année pour être bon en sélection. Ludo, Sky Joe, Perudo, 8 américains, un peu tout. Franchement, on joue, mais un peu plus au Sky Joe en ce moment. Et des petits baccalauréats. Et bon, t'as une belle petite vue aussi avec le jardin dehors, donc c'est plutôt pas mal. Bah écoute, là c'est le petit endroit salon, donc voilà, le petit canapé avec la télé. Là on regarde. Petit match de foot, tout ça. Voilà, on regarde les petits matchs de l'OM. Tu m'as dit que t'en ratais pas un. Les petits matchs de foot. Il y a madame qui descend les escaliers. Et non, c'est là où on regarde tous les matchs de foot, on en loupe pas un. En plus, là, avec les nouveaux formats de la Ligue des Champions, de Ligue Europa, mardi, mercredi, jeudi, il y a du foot. Le vendredi, il y a les matchs de Ligue 2. Le samedi, dimanche, c'est comme d'habitude le foot. En fait, il n'y a que le lundi où à la maison, madame, elle est un peu contente parce qu'on peut regarder un petit film ensemble tranquille. Sinon, généralement, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pas de film à la maison et tous les matchs à la télé. Donc, allez, on va aller dans la cuisine. Il n'y a personne dans la cuisine? Honnêtement, chaque année se ressemble un peu, que ce soit ici à la Lazio ou avant à Marseille ou avant à Arsenal, parce que l'envie d'un footballeur, en fait, elle est faite d'aller à l'entraînement le matin, de revenir à la maison, de se reposer un peu, parce que tu es fatigué de l'entraînement. Il y a après le soir, il y a quand même des matchs à regarder à la télé ou quoi que ce soit, ou de passer du temps avec. Pour le plus grand plaisir de Maël, comme on disait. Voilà, ou de passer du temps avec sa famille, c'est important aussi, d'aller chercher la petite à l'école ou quoi que ce soit. Mais donc les journées quand même, elles se ressemblent pas mal. Donc tu profites pas autant de Rome qu'on pourrait se le dire de l'extérieur. On peut, quand il y a un match par semaine, de temps en temps, tu peux une fois dans la semaine aller au resto ou aller voilà faire des choses. Mais quand tu vas enchaîner un match par semaine, ce qui est pratiquement impossible parce qu'il faut le temps à la récup et ça c'est primordial aussi. Bon, et alors ton secret là, comment tu fais pour pas prendre de poids ici là? Attends, je vais juste jeter ça. Fais pas genre que c'est toi qui fais, personne n'y croit. Je suis un grand moi. Je suis l'homme à tout faire ici. Hein. Tu veux pas nous faire un petit coup là, tu nous fais pas l'aspirateur? Non, aussi, c'est bon. Tant qu'à faire, non? Non, on a le petit côté cuisine, hein, simple. Voilà, simple, tranquille. Hein. Je suis pas très bon en cuisine, donc je te cache pas que. Maintenant, t'étais pas chez le nutritionniste tout à l'heure? Ouais, tout à l'heure. Bien oui, manger, mais non, je m'occupe pas de faire à manger. Par contre, je suis pas assez bon dans ce domaine. Et voilà, avec pas mal de baies vitrées. Hein. À Rome, il y a pas mal de baies vitrées dans toute
Dans toutes les maisons, ouais, c'est spécial, c'est un vase assez spécial, ouais. Tu peux le... C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est pas moi qui m'occupe de la déco non plus, donc tu t'imagines bien que c'est pas moi qui m'occupe de ça. C'est vrai que on mange quand même très bien ici, même au centre d'entraînement, on mange quand même des très bonnes pâtes, même le risotto, etc. Non, franchement, tout ce qu'on mange, même au centre d'entraînement, c'est très bon. Mais voilà, faut toujours faire attention, et après quand même, tu te dépenses beaucoup à l'entraînement, donc généralement, c'est quand même difficile de prendre du poids. Ça qui te sauve, quoi. Beaucoup plus en vacances quand même. Là, c'est sûr. Et toi, tu galères ça d'ailleurs quand t'es en... Il y a des joueurs qui galèrent quand ils reviennent, ils prennent beaucoup, ils galèrent à perdre, etc. C'est des morphologies, ça? Non, je pense que ça dépend de certains. Moi, honnêtement, je fais pas trop attention quand même quand je pars en vacances. Vraiment, je suis en vacances, je profite, je déconnecte du football et on essaie de profiter comme chaque être humain et voilà, de pouvoir aller au resto, de manger, de te lever à l'heure que tu veux, de faire un peu tout ce que tu veux pour les vacances. Et la pré-saison, elle est tellement dure généralement dans les clubs que si t'as 2 ou 3 kilos en trop, tu vas vite les perdre dès la première semaine. Donc, et c'est une légende, la prépa en Italie, ou c'est vrai? Non, honnêtement, ça va. Je trouve que... Tu t'attendais à pire? Ouais, je m'attendais à pire quand même. Mais on a quand même beaucoup couru, mais ça a été. Après, on était avec un coach aussi qui aime beaucoup jouer avec le ballon, qui aime beaucoup faire des séances d'entraînement avec le ballon. Donc, t'essayes d'allier les deux. Et généralement, j'ai plutôt eu des pré-saisons, même si c'est dur, j'ai plutôt eu des pré-saisons beaucoup avec ballon. Donc, je vais pas plaindre. Bon, et alors maintenant que t'es papa, t'es quel genre de papa? Non, d'abord, tu veux faire la galipette avant? Oh, oh, Allez. oh, oh, allez. Et maintenant, tu fais la roue? Ouais, ça c'est une roue à l'envers. Tu veux que papa il fasse la poutre? Regarde. Ah bah oui, attends, les spectateurs, je me mets à côté de toi, moi, attends. Hop là, tu me dis si c'est bien. Hop. Bravo. On applaudit? Oui, il mérite. Ah oui, quand même. C'est qui le meilleur? C'est toi. Voilà. Comme maman. Ah, encore. Ah oui. C'est pas comme ça qu'on doit faire comme ça. C'est vachement mieux d'un coup. Ah ouais. Est-ce Toi, que, tu fais mieux que papa. est-ce que tu montres le colorage que t'as fait pour papa? T'as dessiné papa, ce qui paraît. Tous. Tous? Comment tous? C'est tous, papa? Oui. Ah, c'est ok. Tiens, tu veux le montrer? Waouh, il est où papa? Montre. Il est ici. Waouh, il est beau? Avec tes cheveux roses. Je savais pas, j'avais les cheveux roses. Bon, merci mon bébé. Et l'autre petite, voilà, la petite dernière. Petite dernière. Je veux que tu fais la poudre. La poutre encore? Non, c'est bon, papa il a déjà fait la poutre. Hein. Merci. Ok, bon. C'est compliqué de dire non quand on me demande des choses, mais voilà, c'est comme j'ai dit, je pense que c'est la plus belle sensation pour un être humain, c'est de pouvoir créer, voilà, d'avoir sa famille, de pouvoir élever ses enfants, de leur inculquer des valeurs qui je l'espère, les garderont plus tard. Et je trouve que c'est la chose la plus importante parce que au-delà du football, on est quand même des gens comme tout le monde et c'est important de pouvoir partager ces moments. Voilà. Bravo! Bravo! Tout seul. Bon, on va arrêter le foot, on va passer à la gym. Oh. Ouais! C'est bon? Ouais, bisous. Regarde ma fille. Viens. Ouais, c'est bon, allez. Allez, c'est bon, allez, fini la gym. Regarde. Une dernière fois. Dernière fois. Est-ce que t'as une routine? Est-ce que t'es superstitieux, toi? Parce qu'il y en a beaucoup quand même dans le milieu. Ouais, non, il y en a beaucoup qui sont superstitieux, je les vois beaucoup et en Italie vraiment un peu plus, j'ai l'impression, je les vois notamment Romagnoli par exemple, je suis toujours à côté de lui quand on fait les séances vidéo ou même les causeries d'avant-match et tout, je vois toujours il met sa petite bouteille exactement au bon endroit, il pose ses claquettes, je fais exprès à chaque fois en plus je lui décale un peu ses claquettes, il me les remet directement. Sale gosse. Et non, moi ça va, je suis pas trop superstitieux. Et à part Romagnoli, le truc le plus gaulerie, le coéquipier dans un vestiaire que t'as vu avoir des superstitions les plus rigolotes? Peut-être Socratis, avec qui j'ai joué à Arsenal. Avant chaque match, il sortait de son sac, c'était un croyant, je crois que c'était un chrétien.
Ouais, il ramenait comme une espèce de petite église, vraiment, et il les mettait à sa place et il priait beaucoup avant les matchs, mais vraiment tout le temps, vraiment avant chaque match. Ouais, c'est l'un des seuls que j'ai vu faire des choses comme ça. Ouais, je dirais lui. Et en général, dans le vestiaire comme ça, quand il y en a un qui fait des trucs un peu différents, les gens sont respectueux ou les gens ils taillent? Non, les gens ils sont quand même respectueux. Bon après il y a toujours il y en a toujours qui essayent de faire des petites blagues, mais voilà, histoire de rigoler entre nous. Il n'y a jamais rien de trop méchant, de malsain ou de trop méchant, loin de là. Bon, et toi qui aimes bien rigoler avec les copains, qui bougent les claquettes de Romagnoli, machin, etc. T'es quand même connu aussi pour un tempérament assez volcanique, assez vaillant. Comment t'as été accueilli ici en Italie? Est-ce qu'ils savaient les gens à quoi s'attendre avec toi ou sans plus? Oui, je pense qu'ils savaient déjà. En plus, on avait déjà joué contre la Lazio avec l'Olympique de Marseille en Europa League, donc ils connaissaient un peu comment j'étais sur le terrain. Tu t'étais déjà fait des potes? Non, ça va, franchement, ça va. Mais non, ils savaient un peu déjà et j'ai été très bien accueilli, que ce soit par les personnes au club, les supporters. Mes coéquipiers, franchement, je me suis senti à l'aise dès le départ et ça facilite aussi l'intégration sur le terrain. Et voilà, j'ai vraiment senti un réel amour qui m'a fait que j'avais envie de tout donner et d'être bon sur le terrain pour ce club. Comment tu définirais ton tempérament, ton caractère sur un terrain? Parce que pour moi, on en reparlera, mais pour moi, c'est ta grosse valeur ajoutée. Ton aspect mental, c'est un truc... Non, comme j'ai dit, l'aspect mental, pour moi, il est primordial, il est vraiment trop important. Pour un joueur de football de manière générale, parce que il faut avoir cette mentalité de toujours vouloir gagner, de toujours vouloir être le meilleur sur le terrain pour aider ses coéquipiers, vraiment pour te battre pour ton club. Et c'est ce qui va aussi t'aider quand des fois tu fais des mauvais matchs ou quand des fois tu as des périodes où tu es un peu moins bien, parce qu'il y en a. Et que voilà, toujours croire en soi, toujours croire en ses qualités. Et c'est ce qui fait aussi la carrière que je fais, c'est que je crois en moi, je sais où je veux aller, je sais où je peux aller aussi, et ça, c'est important. Mais comme diraient les Marseillais, est-ce que t'es pas un peu un boucan sur un terrain? Non, après, comme moi je te l'ai toujours dit, hein, je reste moi-même, je reste naturel. Peut-être qu'au naturel, t'es un boucan. Oui, on peut dire ça si tu veux, mais comme j'ai dit, quand t'es sur le terrain de manière générale, t'essaies toujours d'être le meilleur, et des fois, il y a des émotions que tu peux avoir quand tu vis vraiment un match et que tu es à 2000% et que tu penses pas à tout ce qu'il y a autour. Il peut y avoir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives en fonction d'un match, mais tout ça reste... Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas seulement pendant les matchs. J'ai des qui m'ont dit entraînement, pareil. Même à l'entraînement, même quand on va jouer au ping-pong, quand on va jouer au baby-foot ou à n'importe quoi. Et les personnes vraiment qui me connaissent et qui me connaissent depuis des années, pas que au football professionnel, mais qui me connaissent depuis tout jeune, ils savent que j'ai toujours été comme ça et que ça fait partie de ma personnalité. Au karaté, pareil, quand t'étais petit, partout, tout ça. Franchement, à tous les sports, même les activités en dehors, etc. Et voilà, c'est ce qui fait une partie de ma personnalité et je suis très bien comme ça. C'est ça, c'est que t'es pareil en dehors du terrain que sur le terrain? Non, après il y a pas mal de... Voilà, si on va te dire que si je vais jouer par exemple un petit match avec les amis et la famille dans le jardin, bien sûr que je vais vouloir gagner, mais toujours en rigolant, ça ira toujours pas, il y aura pas de choses... de trop sur le terrain, parce que tu vas pas casser le genou de ton père. Non, parce que c'est pas des émotions qu'il y a vraiment comme un match de football de haut niveau où il y a vraiment les résultats qui est primordial et où tu veux vraiment aider ton équipe. Je te prends au badminton ou je te prends aux 2 touches? Écoute, vas-y, un petit 2 touches, que là le badminton ça va être un peu compliqué de l'utiliser comme ça là quand même. Bon. Mais aux 2 touches, il y a des chances que tu gagnes par contre. Ah, on va voir. Au badminton, t'avais pas une chance. Mais au crossbar, t'es bon peut-être? Je suis nul. Ah ouais? Bon, de toute façon, je joue plus au foot, mec. Tiens, on va se mettre là-bas. Tu vois, tu peux faire des petites actions, tu fais, tac, tac. Oh là là. Oh ouais. Ouais, avec un gardien, c'est mieux, parce que ouais, dans le vrai foot, c'est un peu plus difficile quand même. Oh, tu peux, vas-y, montre-moi un peu, tu vas montrer un peu ta technique. Oh, je sais rien faire, je n'ai pas touché un ballon depuis 1000 ans. Je vais te faire un petit centre, tu mets une petite reprise de volley. Oh là là, okay. Tu veux qu'on ait plus de ballon après? Il n'y a pas de gardien, vas-y. Oh là là. Même sans gardien, t'arrives pas à marquer. Je t'aime. Allez, fais-moi un petit centre, Voilà. On appelle ça plat du pied sécurisé. Non, donc voilà, en tout cas, on a vraiment de la chance. Et après, on peut aller faire des... Ah, bah, y a
y a ma fille qui est loin là-bas, là, je la vois, tout au fond là-bas. Généralement, quand elle me voit venir sur le terrain de foot, elle prend son petit vélo. Bah, d'ailleurs, tu peux le voir là-bas, son petit vélo qui est par terre. Et elle fait sa vie. Donc, non, bien. Ouais, Vas-y, moi, 2 touches, je te pourris ton allez, vas-y, jogging blanc. montre-moi. Honnêtement, t'es aussi bon que. C'est qui William Saliba aux 2 touches. T'es con. Il est catastrophique. C'est vrai En équipe de France, quand on fait le 2 touches. Tiens, là, t'as fait 3 touches par contre. Oh bâtard. Et ouais. Ça compte ça? Eh oui, Vas-y, vas-y, 103, allez, 2-0. 2-0. Oh Voilà, 2-1. Ah là, Ouais, je te comment pourris tu- ta veste aussi. Tes qualités à toi, elles sont pas si évidentes à voir pour le grand public. Si tu vois Mbappé, tu vois qu'il va vite, c'est évident. Si tu vois Ousmane Dembélé, tu vois qu'il dribble très bien, c'est évident. Toi, c'est sur la durée qu'on voit ta qualité de passe, qu'on voit ta qualité mentale. Tu vois, sur la durée. T'entends ça ou Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense qu'il faut peut-être en parler à des coachs comme Unai Emery, Mauricio Sarri, Didier Deschamps, Jorge Sampaoli, des très grands coachs qui ont gagné de nombreux trophées, qui ont vu ça et qui voient ça encore aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui connaît vraiment le football, connaît les qualités de que ce soit un défenseur gauche, qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à n'importe quel joueur de son effectif ou même par rapport à un effectif adverse, il sait quelles sont les qualités de chaque joueur, quels sont les défauts de chaque joueur. Et comme je t'ai dit, quand tu passes par de très grands clubs et que tu es international, c'est que forcément tu as beaucoup de qualités qui sont peut-être pas évidentes pour tout le monde et qui sont peut-être pas aussi ce que tout le monde aime. Donc voilà, après, chaque coach voit les qualités pour chacun de ses joueurs et comme je l'ai dit, ça dépend de la vision de chacun. Et à quel point c'est dur mentalement d'être un joueur de très haut niveau, d'être un joueur de l'équipe de France? C'est que déjà il faut être toujours au meilleur de sa forme, il faut toujours être le meilleur possible. En club, généralement tu peux pas te louper parce que tu as un certain statut, que les gens attendent beaucoup de toi et que en plus c'est l'équipe de France. Donc quand on parle d'équipe de France, on parle généralement de l'une des meilleures équipes du monde avec les plus grands joueurs du monde, Avec 60 millions de sélectionneurs. la plus grande concurrence à n'importe quel poste. Donc voilà, après il faut être serein dans sa tête, il faut savoir que si tu es là, c'est que tu le mérites, c'est que tu as des qualités et c'est que ce que tu fais maintenant depuis de nombreuses années sont récompensés par ton travail. T'as vu toi déjà des joueurs très doués plonger mentalement? T'as vu des mecs ne pas passer le cap parce que dans les pieds ils l'avaient mais dans la tête ça passait pas? Ah oui, il y en a beaucoup et même en centre de formation, ça, je pense que tu le vois déjà assez jeune. Il y a pas mal de joueurs qui avaient des qualités mais qui dans la tête étaient peut-être un peu plus friables, qui étaient un peu moins bons. Enfin, c'est pas être un peu moins bon, c'est que peut-être à ce moment-là, ça allait pas très bien dans leur tête ou voilà, on peut pas savoir tout ce qui se passe dans la vie de chacun. Et comme je t'ai dit, des Parce fois. que ça, le grand public se rend pas compte. Excuse-moi, je t'interromps, mais le grand public se rend pas compte à quel point la vraie vie influe sur le niveau sur le terrain. Oui, bien sûr. On l'a vu aussi avec certains joueurs depuis quelques années qui ont pas mal de problèmes aussi, entre guillemets, mentaux, on va dire, et que derrière, ils n'arrivaient pas à être aussi bons qu'ils le voulaient sur le terrain. Et comme je t'ai dit... À Rafa Varane, par exemple, ou à d'autres, enfin, c'est moi qui le dis. Oui, enfin voilà, il y a pas mal de gens, on peut en citer vraiment beaucoup. Mais comme je t'ai dit, des fois au foot t'es bon, des fois t'es moins bon. Mais quand t'es un peu moins bon et que dans la presse les gens ils essayent entre guillemets de dire lui il est vraiment nul, les supporters ils se retournent contre toi. J'en vois beaucoup qui regardent beaucoup les réseaux sociaux aussi et je sais que ça touche pas mal de joueurs. Toi tu regardes les réseaux? Oui, je regarde bien. Non, pas sur moi de manière générale, mais quand tu regardes les réseaux sociaux, t'es amené à voir pas mal de choses sur ton club, sur toi. Donc forcément tu vois des choses. Il y a des trucs qui t'ont touché? Non, moi honnêtement jamais. Mais je sais qu'il y a pas mal de joueurs, ça les touche beaucoup parce qu'ils sont toujours là à vouloir regarder qu'est-ce qui se dit sur eux. Mais comme je t'ai dit, il faut être fort mentalement parce qu'il y a des moments c'est beaucoup plus dur et qu'il faut avoir un mental quand même d'acier. Sur le terrain, ça parle aussi. Sur le terrain, ça change. Oui, ça c'est le football et même tous les sports de manière générale. Hein, je te dirais, tous les sports collectifs, ça parle beaucoup. Même à l'entraînement, ça parle beaucoup. Donc t'imagines si à l'entraînement ça parle beaucoup, t'imagines en match quand c'est contre une équipe adverse avec des résultats. Les plus gauleries que tu peux me raconter, c'est quoi? Non, t'as dû entendre, c'est sûr que t'as entendu des choses quand ça se passe un peu, entre guillemets, pas bien avec certains joueurs. J'ai déjà entendu des choses comme... tu vas en Ligue 2 avec ton équipe, enfin il y a des petits trucs, mais voilà, des petits trucs c'est méchant, c'est pas très drôle, qu'il y a toujours des choses que tu entends sur le terrain, mais ça, je te ferais dire à n'importe quel match, si tu mettais un micro sur les arbitres ou sur les joueurs. Les arbitres qui parlent mal aussi? Il y en a qui parlent pas très bien. Ouais. C'est pour ça que pour moi le micro sur un arbitre serait pas mal aussi. Ouais.
Qu'un arbitre, il t'a sorti Oh là là, quoi, déjà le nom des arbitres, honnêtement. Non, sans dire le nom, mais Non, toi, non. est-ce que tu te souviens de ce que t'as dit un arbitre? Moi, non, mais comment il parle de manière générale, des fois, c'est un peu. Ah ouais? C'est un peu à la limite, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas rien dire de mal à un arbitre parce que toi, malheureusement, tu vas prendre le carton rouge directement, tandis que lui, il sera tranquille. Alors, pour moi, quand on joue à Rome, l'un des matchs les plus incroyables du monde, c'est le derby romain. Raconte-moi le derby romain. Déjà, oui, dès que tu signes à la Lazio, on t'en parle directement. Encore plus les supporters qui sont à fond derrière ce match et qui tu parles du derby. Le derby dans 2 mois, 3 mois, mais ils vont parler quand même du derby parce qu'on sait que c'est un match qui est tellement important pour eux. Vraiment, on sent que c'est un match primordial parce que voilà, c'est le derby, c'est le match contre le rival, c'est entre guillemets qui va être le chef de Rome pour voilà, entre le premier match et le match retour, il peut se passer 2 ou 3 mois. C'est très bien entre les supporters commencer. On a gagné contre vous, 3 mois de bonheur pour les supporters. 3 mois de bonheur pour les supporters. Et comme il y aura 3 mois de entre guillemets de tranquille pour vous. Ouais, ça peut être des 2 côtés. Donc les dernières, on s'est quitté bons amis avec une victoire, un match nul, une défaite sur les 3 matchs. Donc il n'y a pas eu de vainqueur, mais ouais, non, c'est un match qui est vraiment important. J'ai pu le vivre, tu le sens d'entrée. Et déjà, encore plus quand tu rentres dans la semaine du match, les supporters qui viennent beaucoup au centre d'entraînement, qui te parlent, les personnes du club, les joueurs qui ont pu le jouer depuis de nombreuses années, t'en parlent vraiment comme un match super important. D'ailleurs, je me rappelle, Sarri, quand il était avec nous, il nous en parlait pour lui. Pourtant, il en a fait des derbies ou des classicos, entre guillemets, des gros matchs, il en a joué. Mais il a toujours dit que pour lui, le derby entre la Lazio et la Roma, c'était le plus gros match qu'il ait toujours joué parce que de par la ferveur des supporters et ce vraiment besoin de résultats, il est vraiment trop important. Et cette ville, elle bouillonne. On a acheté un peu quelques mois oui, de tranquillité. Ça fait du bien. Bouillonne, c'est sûr. Et en plus, tu sais, vu que le derby, nous, on joue dans le même stade, ça veut dire que tu as une partie des supporters de la Roma, une partie des supporters de la Lazio qui sont dans le même stade. Donc forcément, il y a une ambiance qui est vraiment électrique. Et quand tu gagnes, tu te sens vraiment très heureux et tu sens que tu as accompli quelque chose de bien pour les supporters. Tu te sens vraiment très fier. Et quand tu le perds, par contre, tu le sens aussi et que les jours qui suivent, ils sont quand même très difficiles. Ouais. Et tu le sens que sur le terrain, ça se soulève plus que d'habitude. Enfin, oui, après, c'est comme tous les gros matchs, les classicos qu'il y a pu avoir Paris-Marseille ou même Lyon-Marseille ou voilà, des gros matchs de manière générale. Parce que les joueurs, ils veulent toujours en mettre un peu plus, ils veulent toujours en montrer un peu plus et que, comme je te dis, il y a beaucoup de stress, beaucoup de frustration de par les résultats aussi des fois sur le terrain. Donc, ça rend quand même des matchs électriques, ça c'est sûr. C'est jamais évident de comparer, mais tu as fait des classicos, plus chaud, moins chaud, le derby romain, c'est comment? C'est différent parce que, comme je t'ai dit... Déjà, tu n'as pas connu les classicos avec les supporters de l'équipe adverse. En fait, et c'est ce que je t'ai dit, quand tu joues le derby Lazio-Roma, c'est que tu as la moitié d'un stade qui est pour la Lazio et la moitié d'un stade qui est pour la Roma. C'est un match qui est capital à gagner, même en France aussi. Bien sûr qu'on a toujours eu envie de gagner le classico. Quand on l'a gagné en Coupe de France contre le PSG chez nous, en plus, ça a été un moment extraordinaire. Le Vélodrome, c'était un volcan inimaginable. Mais voilà, c'est vraiment deux choses que tu peux pas comparer parce que vraiment, quand tu as la moitié des supporters d'une équipe et la moitié des supporters d'une autre équipe dans le même stade, ça rend vraiment le match encore plus chaud, c'est sûr. Parle-moi de l'altercation qui a fait le tour du monde avec Paulo Dybala. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit? Un peu de provoque, un peu de ceci, un peu de cela. Après, comme je t'ai dit, un match de foot, il y a beaucoup de nervosité. Il peut y avoir des frustrations de par les résultats. Et ouais, il y a pas mal de choses qui se disent, ouais, ça partait un petit coup sur le côté. Après, j'étais assez énervé. Il en a profité pour rigoler un peu. Après, voilà, je l'ai pris par le visage, que je n'aurais pas dû faire aussi, mais que voilà, c'est des choses qui se passent sur le terrain. Et il en a profité pour montrer son protège tibia parce qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Mais après, voilà, comme je t'ai dit, tout ce qu'ils disent sur le terrain. Parce qu'il avait un protège tibia. Ouais, je sais pas, j'ai pas fait attention. Mais oui, parce qu'il y avait un protège tibia. J'imagine bien que c'est parce qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Mais comme je t'ai dit, il se passe beaucoup de choses sur le terrain et tous les week-ends, ça se dit beaucoup de choses et que tu dois faire abstraction de tout ça. Ou des fois, tu peux avoir des réactions qui te font que voilà, tu as des mauvaises réactions et que tu fais des choses que tu ne dois pas faire sur un terrain de foot, mais que, comme je t'ai dit, tu vis les émotions à fond, tu vis les matchs à fond et des fois c'est difficile de se contrôler. Mais ça rejoint ce que tu me disais un peu tout à l'heure sur la pression quand tu es tout en haut. C'est-à-dire que tu es un joueur de l'équipe de France. Donc maintenant, dès que tu as un truc, les gens ils font référence, quoi. Tu vois, ils font. Et là, il a utilisé ça. Toi, l'équipe de France,
c'est quoi pour toi? C'est un rêve de gamin, évidemment, mais maintenant, ça fait des années que tu y es. Non, comme je l'ai dit, l'équipe de France, quand j'étais jeune, c'était un rêve, bien évidemment. Et c'est devenu un objectif par la suite parce que j'ai réussi à toucher l'équipe de France déjà quand j'avais 19 ans, quand j'étais à Arsenal, 19-20 ans. Donc ça fait maintenant 5 ans que j'y suis. J'ai fait la Coupe du Monde, j'ai fait aussi la National League, donc j'ai fait pas mal de matchs avec l'équipe et que je connais très bien ce groupe aussi parce qu'il y a beaucoup de joueurs avec qui j'ai joué très jeune ou avec qui j'ai fait l'équipe de France Espoir. Et donc bien évidemment l'objectif c'est d'y retourner, c'est d'y être tout le temps et d'y être pour le présent, pour le futur et d'avoir le maximum de sélection, de pouvoir aider les coéquipiers sur le terrain, de pouvoir vraiment aider la sélection à pouvoir gagner parce que c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup. Et t'as pas encore gagné un grand... La National League, on a gagné la National League, non, la Coupe du Monde. C'est pour ça que j'ai dit un grand titre. Ouais, la Coupe du Monde, on l'a perdu en finale. Donc... on ne remue pas le couteau dans la main. Ouais, non, donc comme je t'ai dit, c'est de pouvoir gagner avec l'équipe de France, c'est quelque chose de très important. Ça passe par d'abord être très bon en club, d'abord enchaîner les belles performances au haut niveau, avoir de la continuité, ça pour moi c'est le plus important et pour le sélectionneur aussi. Être bon que ce soit en championnat, en Coupe d'Europe et quand tu as la chance de pouvoir montrer des choses en équipe de France, quand il fait appel à toi sur le terrain, c'est à toi aussi d'être bon parce que être bon en club et être bon en sélection, c'est deux choses qui sont différentes. Donc il faut savoir répondre présent au moment où il fait appel à toi. Et après, je pense que il n'y a pas forcément de statut. Tu sais, quand on est le coach en prend 23, c'est qu'on est 23, on est censé être au même niveau, on est censé être présent et être utilisé ou pas, mais être dans le groupe pour aider l'équipe. Et forcément, il y en a 11 qui commencent, il y en a d'autres qui sont sur le banc, qui sont amenés à jouer ou à ne pas jouer. Mais il n'y a pas forcément de statut. On sait qu'on est tous là, c'est qu'on doit tous être là pour l'équipe de France et pour donner le maximum de nous-mêmes. Il y a un truc aussi qui, quand tu réussis à l'OM, remarque, tu étais en équipe de France avant de jouer à l'OM, parce que tu as été des Arsenal. Et quand on joue à Arsenal aussi, c'est assez logique de se retrouver. Si tu à Arsenal, c'est sûr que tu as plus de chances d'être en équipe de France aussi. Hein. Mais tu as été à Arsenal, tu as été en équipe de France, etc. Pourtant, j'ai l'impression qu'en France, les gens gardent de toi l'image de l'OM, quoi. Gardent de toi l'image de ta première saison qui est fantastique, de ton tempérament, etc. Est-ce que tu es d'accord avec ça déjà? Est-ce que c'est l'image que les gens gardent de toi en France? En France, oui. Je pense que quand tu as été un joueur de l'Olympique de Marseille ou quand tu es un joueur de l'Olympique de Marseille, forcément, on te met une certaine identité. Et elle me va très bien parce que ce que j'ai fait en France à l'Olympique de Marseille, j'en suis très fier. Je suis très heureux d'être passé par ce club-là. Je suis très heureux de ce que j'ai fait. Comme je t'ai dit, j'aurais voulu gagner un trophée pour ce club, mais voilà, non, je suis très heureux d'être. Parce que ça a été un coup de foudre un peu quand même. Ah oui, non, ça c'est sûr. Hein, dès le départ, mes premiers matchs, mes premiers mois, j'ai senti vraiment un réel coup de foudre avec ce club, les supporters qui m'ont accueilli dès le début, qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné beaucoup d'amour. Et moi, forcément, je me sentais très bien, que ce soit dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Et ça te donne encore plus envie de te donner pour eux, ça te donne encore plus envie de mouiller le maillot pour ce club. Et je pense que c'est ce que j'ai bien fait. Et après, vraiment les connaisseurs du foot me connaissaient quand même avant parce que j'ai joué à Arsenal. Arsenal, c'est un club qui est mondialement connu, qui est beaucoup regardé en France parce que pas mal de Français y sont passés aussi dans le passé. Donc c'est sûr que quand tu es passé par Arsenal et par Olympique de Marseille, beaucoup de monde te connaît, ça c'est sûr. Ouais. Fais-moi kiffer parce qu'il y avait une bande de dingos quand même dans ton effectif. Je sais qu'avec Dimitri Payet, ça se taillait beaucoup, ça rigolait beaucoup. Ouais, il y avait un paquet de vainqueurs. Sors-moi les meilleures histoires, les plus belles rigolades que tu gardes de cette ambiance-là. William, Saliba. Ouais, il y a pas mal de joueurs. Pour moi, en fait, on rigolait vraiment tous les jours. Vraiment, mais je te dis vraiment tous les jours. Bon, à part des fois quand bien évidemment il y avait un match qui se passait pas très bien, tu rigolais un peu moins. Mais ça piquait dur entre vous. Hein. Ouais, franchement, on se lâchait pas, même avec Steve, Jim, Amine, William, Bouba, Pape. Vas-y, les meilleures phases, c'était quoi les phases où t'étais vraiment plié en quatre? Non, franchement, je pense que c'est les taureaux qu'on faisait ça faisait partie de l'échauffement qui durait 15 minutes, les taureaux. Celui qui était le plus nul, en fait, c'est-à-dire celui qui était au milieu le plus souvent, qui se prenait le plus de passes, le plus de tours, ou qui était le moins bon possible. On te donnait un maillot à la fin du mois.
Donc en fait, il y avait un vote à la fin du mois et on disait voilà, on avait un petit groupe de 7-8. On disait voilà, lui il a été le plus nul et je peux te dire que quand tu rates ce taureau-là, que t'as pas été bon à l'entraînement, je peux te dire que pendant toute la journée, tu te sens vraiment mal, alors vraiment mal à l'aise, hein, tu te sens vraiment mal. Celui qui a été le plus nul, je pense que c'est William dans les Saliba. taureaux. Ah ouais, c'est dans Saliba, il a toujours été. Toi, t'aimes bien le tuer, hein. Tu l'as tué d'ailleurs sur le dos touche. Non, dans le taureau, il a eu pas mal de maillots. On mettait MVP taureau. Donc il en a eu quand même pas mal, mais non, c'est sûr qu'on rigolait vraiment beaucoup. Et toi, t'en as pas eu, toi? Oh si, j'en ai eu. Moins que lui, pas possible, on a eu. Dim, il en avait peu. Bouba, il en avait peu. Amine en avait peu aussi, mais ouais, généralement, ça tournait à 3-4 joueurs où on essayait de se tirer un peu les uns sur les autres, mais non, il y avait vraiment une ambiance exceptionnelle et c'est ce qui a fait aussi qu'on a fait une superbe saison avec Sampaoli. Ton regard sur l'OM de cette saison, c'est quoi? C'est qu'il y a une très belle équipe. Ils ont fait un beau mercato, mais après, comme je t'ai toujours dit, moi, le mercato, il sera jugé en fin de saison par le résultat, par les attentes du club, qui sont hautes, je sais, qu'il y a certains objectifs qu'il va falloir atteindre. Il y a un très grand coach, donc je pense que toutes les choses sont réunies pour. Après, la réalité du terrain est que des fois, il peut y avoir des moments un peu plus compliqués où c'est difficile de gagner et que, encore plus à l'Olympique de Marseille, il faut savoir être costaud mentalement pour enchaîner les bons résultats. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'ils ont beaucoup d'humilité et je pense qu'ils savent qu'ils ont beaucoup de travail à faire aussi. Et qu'il y a pas mal de choses à reconstruire encore. Et en tout cas, je leur souhaite vraiment tout le meilleur possible. Il y a quelques phénos quand même dans cette équipe de l'OM cette saison. Pour moi, le phéno numéro 1, c'est Mason Greenwood. Numéro 10 de l'OM, joueur fantastique. Non, en termes de joueurs et de qualité technique, il est bien évidemment au-dessus du lot. Il a une patte gauche qui est magnifique. Je savais pas qu'il avait un pied droit aussi parce qu'il a un très bon pied droit. J'ai pu le voir sur les matchs précédents. Ce qui est rare pour un gaucher. C'est vrai, ça, ce qui est rare pour un gaucher. La Lazio le voulait cet été, donc c'est dommage qu'il soit pas venu chez nous. Mais non, c'est sûr que c'est un très bon joueur pour l'Olympique de Marseille. Toi, t'aurais aimé jouer pour Roberto De Zerbi, qui a l'air d'être un entraîneur quand même assez charismatique. Non, c'est sûr que ça a l'air d'être un très grand coach. J'ai déjà discuté avec certains joueurs avec qui il a travaillé et tout le monde connaît sa réputation. Le jeu qu'il a pu proposer avec Brighton en Première Ligue, exceptionnel. Tout le monde sait que c'est un très grand coach. Donc forcément, en tant que joueur, c'est toujours bien d'apprendre avec de très grands coachs. J'ai aussi eu la chance de travailler avec de très grands coachs dans ma carrière. Donc tu apprends de chacun et forcément quand tu apprends de ce coach-là avec un autre coach l'année d'après, forcément tu deviens un meilleur joueur et je pense qu'il va faire beaucoup progresser les joueurs individuellement et collectivement cette saison, c'est sûr. T'es parti qu'il y a 1 an et demi, ouais. Mais vu que tu adores ce club, etc., est-ce que tu as déjà été recontacté pour y rejouer et est-ce que tu aimerais y rejouer dans ta carrière? Enfin, c'est encore 10 ans de carrière. Non, tout le monde sait que l'Olympique de Marseille, c'est un club que j'ai dans mon cœur. Aujourd'hui, je suis très heureux à la Lazio. Je suis épanoui, que ce soit dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Ça se passe très bien. On joue la Coupe d'Europe, on a une belle équipe. En plus, on a ramené certains joueurs qui étaient à l'Olympique de Marseille avec moi. Donc, il y a un petit rappel par rapport à ça, mais j'ai à cœur de faire de très belles choses avec la Lazio. Après, tout le monde sait l'amour que j'ai pour l'Olympique de Marseille et on verra ce qui se passera plus tard dans les futurs. Ça peut être quelque chose de très bien, on verra ça plus tard, mais en tout cas aujourd'hui je suis heureux là où je suis. Du coup, on va finir avec la salle de bain. Waouh, mais c'est un appartement, c'est la salle de bain. Elle est plutôt belle, ouais, plutôt grande. La plupart du temps, je le passe ici quand même, dans la baignoire. C'est vrai? Ouais, et encore plus après les matchs. Ouais, une petite demi-heure, je me détends. Même fini le match à 23h, minuit, j'entends la maison 1 heure, 2 heures, il me faut mon petit moment baignoire, tranquille et voilà quoi. Tu peux voir, il y a ma fille aussi qui... T'imagines bien que c'est pas moi qui joue avec les poupées dans la salle de bain, donc elle l'utilise beaucoup et elle fait pas mal de petites bêtises dedans, donc voilà quoi.